Il y a une galaxie Jousse. Si on commence par le cosmos ici, et dans ce cosmos, il y a l'anthropos. L'anthropos prend le cosmos en lui, et il le prend en conscience, il lui donne conscience, puis il le propose, il sort de lui, et finalement il le sublime. Donc c'est l'homme mimeur, l'homme intelligeur, l'homme propositionneur, l'homme sublimeur. Voilà le mouvement que je vois, c'est ça. Et ça, c'est important parce que c'est la vie qui ne s'arrête jamais. La vie ne s'arrête pas à la mort, elle continue. Et ça, pour Jousse, ce n'est pas une question de religion, c'est une question anthropologique. Parce que tous les hommes ont en eux le sens de l'invisible. Donc ça, c'est un fait anthropologique. Donc même ceux qui nient l'invisible cherchent l'invisible. Je ne sais plus ce qui m'a jeté sur les pas de Marcel Jousse. Homme de science et homme de foi, né paysan sartois. Un érudit qui préférait le geste à l'écrit, la parole vivante au livre mort. Un poète peut-être, persuadé que chaque chose imprime en nous son mouvement et qui se réverbère comme un arbre dans l'eau d'une rivière. J'ai voulu comprendre. Alors je me suis mis en route et c'est au Mans que j'ai fait ma première rencontre. Ici, nous sommes en présence de la maison natale de Marcel Jousse. Il est né ici le 28 juillet 1886 et il va y vivre toute son enfance avec sa mère, son père et son frère aîné Marcel, qui mourra à l'âge de 14 ans. C'est là qu'il va faire un peu l'expérience du paradis terrestre en quelque sorte, puisqu'il va vivre toute cette enfance jusqu'à 6 ans en contact avec la nature. Donc à la fois dans la contemplation de l'herbe, des champs, des animaux. Il aura une petite bique dont il va s'occuper. Et donc c'est là que va germer petit à petit en lui cette prise de conscience qu'il fera beaucoup plus tard de la nécessité de ce qu'il appellera le paysanisme. Le paysanisme, enfin le paysan au sens joussien du terme, ce n'est pas d'abord l'agriculteur, ce n'est pas l'éleveur, c'est d'abord celui qui est profondément informé par les paysages de son pays. Donc c'est la ville où à partir de 6 ans, de l'âge de Jousse, la famille va venir s'installer dans ce petit village, puisque la maman de Jousse, ayant hérité de sa grand-mère, a pu acheter une petite maison au Mauquartier, qui se trouve donc sur cette route Marcel Jousse. Alors cette maison ici nous sommes devant la maison de la mère Bazoge. Donc Jousse nous en parle aussi dans ses cours, puisque cette mère Bazoge avait une petite mare dans laquelle il venait pêcher des crapauds et des grenouilles. Alors justement, voilà ce que dit Gabriel Baron dans son livre Mémoire vivante. Là, ce fut le plein bonheur dans la grande nature de Dieu. Il lui fallait faire plusieurs kilomètres pour aller à l'école de Nouan, près du maître Borette. L'école buissonnière, pour lui, n'était pas à 20 mots. C'est à travers champs et buissons qu'il allait à l'école. Suivre la grande route n'était pas intéressant. Mais se faufiler sous les haies, contourner la mare aux libellules, sauter par-dessus les ruisseaux, tailler les églantiers qui bordent les champs, visiter telle petite famille de passes blottie dans son nid, regarder là-bas dans le pré le gros taureau qui fait si peur et qui est si méchant, que de choses à regarder, à écouter, à sentir, à palper, à manier. Mais par contre, si Marcel Jousse prenait son temps pour observer la nature matin et soir, par contre, il était toujours à l'heure. Et quand Marcel Jousse arrivait dans la cour de l'école, le maître Borette disait « Les enfants, Marcel Jousse est arrivé, on rentre ». Si on reprend chronologiquement le parcours de Jousse, son premier maître à penser, ça va être son instituteur. Son instituteur, Jousse va avoir une très grande dette pour son instituteur, parce que son instituteur va bien entendu donner les rudiments qu'il y aura à l'école, mais il va le former sans le déformer. Et ça, Jousse va avoir vraiment une très grande estime pour cet instituteur.
qui a lui-même une double culture, en fait. Et c'est aussi un paysan qui sait lire, en fait. Donc là, nous arrivons devant le presbytère de Beaumont-sur-Sarthe, qui va jouer un rôle important dans les découvertes anthropologiques de Marcel Jousse. Pour bien situer, Marcel Jousse a vécu à Beaumont-sur-Sarthe de sa naissance jusqu'à l'âge de 6 ans. À 6 ans, la famille va quitter Beaumont parce que la maman a hérité de sa grand-mère et du coup avec ça elle a pu acheter une petite maison, un bordage à Meurcey. Donc ils vont s'installer jusqu'à l'âge de 12 ans. Et à 12 ans, en fait, comme il exprime le désir de devenir prêtre et que son père voudrait au contraire qu'il entre dans le monde du travail, pour éviter qu'il ne meure à la tâche comme son frère aîné, Madame Jousse décide de quitter le père, la maison, tout, et ils vont venir s'installer à Beaumont. L'abbé Bohème va lui proposer de venir apprendre avec lui les 4 langues sacrées, que lui-même, en tant que vicaire de paroisse, travaillait 1 heure par jour. Il travaillait la Bible à partir de ces 4 langues, donc l'hébreu, l'araméen, le grec et le latin. Alors, ce qui est très intéressant, c'est que cet abbé Bohème était disciple du linguiste Monoury, qui en fait faisait apprendre le grec à ses élèves par une méthode qui s'appuyait sur les racines, c'est-à-dire accéder au sens des mots à partir des racines. L'idée, c'est d'apprendre en fait, d'apprendre par cœur du texte grec, dans lequel on va récupérer en fait toutes les racines du grec pour pouvoir ensuite pouvoir construire l'ensemble du vocabulaire et avoir des phrases qui ont de la syntaxe pour en fait apprendre le grec de façon vivante. Et en étudiant le grec de cette façon, Marcel Jousse tout d'un coup a le sentiment que ces racines, ça correspond à des gestes. Voilà. Donc, quelque part, il va faire cette prise de conscience que, au-delà des mots tels que nous les prononçons aujourd'hui, en remontant un petit peu à l'origine, on retrouve des gestes qui seraient la source de ces mots. Il y a l'expérience de la momie du musée de la préfecture à Ouman, où là, en fait, il a pu constater, il était en admiration devant cette petite momie. Il nous dit même « j'ai aimé d'amour une momie égyptienne ». Et donc, quand il regardait cette momie, dans son esprit se faisait une jonction. À un moment donné, je me suis dit « c'est bizarre, ces racines grecques sont toujours des sortes de gestes vocaux. Vous avez un son, il a toujours un sens. Il veut dire prendre, gratter, pousser. Exactement comme les petits gestes au dessin que je voyais autour de ma momie. Est-ce qu'il n'y aurait pas moyen de faire pour les mots le rapprochement que j'ai fait pour ces sortes de petits dessins ?» Voilà. Ce qui se cherchait en moi, sans que ce soit vraiment élaboré, c'est le grand principe que nous trouverons plus tard. Le langage est d'abord un mimage. Il est mimodrame quand il est à l'état de geste vivant, il est mimogramme quand il est projeté, gravé sur une paroi, et il est phonogramme quand nous l'écrivons à l'état de prononciation. C'est-à-dire que l'homme est mimeur d'abord, c'est-à-dire qu'il prend en lui. Et il y a une autre loi, c'est qu'il doit le ressortir. Donc il y a un jeu vers l'intérieur et un rejeu vers l'extérieur. Et c'est ça la proposition. La proposition peut être linguistique, laryngo-buccale, ça c'est ce que nous entendons par sujet, verbe, complément, mais elle n'a pas à être extériorisée de cette façon-là. Tout geste est en fait une proposition. Il faut maintenant que nous parlions de la mère de Marcel Jousse, parce qu'elle occupe un rôle très très important dans sa formation et certainement dans le développement de son œuvre anthropologique. Dans ses cours, Marcel Jousse parle constamment de sa mère, à laquelle en fait il doit pratiquement toute son œuvre, quoi. Alors, donc, sa maman, Honorine Carrel, était pratiquement illettrée, puisqu'elle n'avait suivi l'école que la durée de 3 hivers, et elle était orpheline, donc elle avait été élevée par sa grand-mère. Et sa grand-mère, elle, par contre, était totalement illettrée. Donc elle faisait partie de cette génération de paysans qui, n'ayant jamais connu la culture écrite, ont vécu par contre dans une culture vraiment d'oralité, de style oral. Et donc cette grand-mère connaissait par cœur tous les évangiles du dimanche, évidemment en sartois. Hein. Et elle avait donc appris ces évangiles du dimanche à sa petite fille, Honorine Carrel. Et cette maman décide de retransmettre la même chose à son fils. Donc en fait, elle berçait son petit Jousse. Donc là encore, j'ose à nous dire, j'ai en moi, dans mon corps physiquement, depuis ma petite enfance, cette sensation du balancement corporel. Et elle va donc lui chanter, parce qu'évidemment c'était chanté, comme tout ce qui est oral. Elle lui a donc chanté ces évangiles du dimanche en le berçant.
Et donc là, en fait, il va en quelque sorte expérimenter, vivre de l'intérieur ce que c'est qu'une tradition orale dans lequel on transmet de vivant à vivant, avec ce balancement corporel qui va rythmer toute la récitation, avec cette mélodie qui est en fait une sémantico-mélodie qui essaye de jaillir du sens même des mots et qui va être excessivement mnémonique et permettre à la mémoire de se monter et de perdurer. Nous sommes ici devant le pont romain de Beaumont-sur-Sarthe. Marcel Jousse cite à plusieurs reprises ce pont dans ses cours parce que cette Sarthe coulant sous les arches illustrait pour lui merveilleusement la loi du mimisme. Cette loi par laquelle tout l'univers qui nous entoure se réverbère en nous, exactement comme les arbres, comme les arches de ce pont, se réverbèrent dans l'eau. Donc l'homme est ainsi fait que comme l'eau, il reçoit en lui tout cet univers qui l'entoure, tous les gestes caractéristiques et transitoires, ça s'imprime en lui et ensuite il pourra bien sûr les rejouer à travers tout son corps, ses gestes corporels manuels et laryngo-buccaux. C'était donc ici, sur ces berges, dans cette campagne, à même la vie, que Jousse avait eu sa première prise de conscience. C'est en regardant l'eau fluide réfléchir la solidité d'un arbre qu'il avait compris comment son propre esprit réfléchissait. Je ne suis pas sûr de tout comprendre encore, mais j'avance. Un jour peut-être, comme lui, je pourrais dire « Toutes les choses sont venues s'insinuer et frémir en moi. Je suis riche de tous les gestes du monde. » On sait que l'autre influence qui va être importante donc, chez Jousse, c'est Henri Poincaré. Jousse est aussi un passionné d'astronomie. Donc cette façon que Poincaré a d'aborder la science, Jousse va le transposer sur les sciences humaines. En fait, quelque part, il est nourri de cette méthode. Il passe le petit séminaire, le grand séminaire, il fait son service militaire, il devient officier d'artillerie. En 1913, il est ordonné. Et puis, il y a la guerre. Donc, alors, toute cette partie-là, il y a beaucoup de formation sur le terrain, on pourrait dire. Hein. Marcel Jousse a eu plusieurs vies. Nous le connaissons surtout comme prêtre jésuite et comme enseignant d'anthropologie à Paris à partir de 1931 jusqu'en 1957. Il a eu d'autres vies avant, et en particulier celle-ci, la Première Guerre mondiale, qui lui prend sa jeunesse. En 1914, il est mobilisé comme tous les jeunes de sa génération, il a 28 ans, il a déjà fait son service militaire durant 3 ans, il est officier de réserve, il vient juste d'être ordonné prêtre. C'est donc un prêtre lieutenant d'artillerie qui part en août 14 faire les grands combats de la Première Guerre mondiale. Il est à Verdun, il est dans le bois de la Grurie, il est vraiment en avant durant 3 années de guerre. Il reçoit la Légion d'honneur à titre militaire sur le champ de bataille. Vers la fin 1917, les Américains sont désormais avec nous, mais ils ne sont pas prêts. Et le gouvernement français décide d'envoyer aux États-Unis les officiers les plus expérimentés, les plus pédagogues, pour enseigner l'art militaire, et en ce qui concerne Marcel Jousse, pour enseigner le maniement du canon de 75 aux officiers d'artillerie américains. Au cours de ce périple américain, le capitaine Marcel Jousse rencontre, dans les camps militaires, des Indiens d'Amérique qui vont faire la guerre pour nous, qui sont des soldats des USA. C'est une rencontre majeure dans sa vie. Il observe des Indiens communiquer entre eux. Un Indien du nord des États-Unis communique avec un Indien du sud des États-Unis par un langage gestuel qui leur sert de langue diplomatique, interindienne. Et Marcel Jousse voit là des éléments qui viennent confirmer des idées qu'il avait déjà en tête sur la valeur et l'efficacité des systèmes de communication traditionnels. Alors il fait son travail d'officier français auprès des Américains pendant la journée, il enseigne l'art de la guerre et l'artillerie, et puis le soir, il va dans les réserves pour apprendre lui-même auprès des Indiens, apprendre les cultures indiennes. Et il dira toute sa vie, les Indiens ont été mes maîtres. Il n'a pas étudié les Indiens, il est allé étudier avec les Indiens. Et
À partir de là, en 1920, il revient en France. Alors, il arrive à Paris en 1922, il est né en 86, donc c'est pas du tout un jeune étudiant qui va suivre des cours, hein. C'est un homme qui a déjà eu son premier parcours, première formation, qui a vécu la guerre, qui est allé aux États-Unis, qui a rencontré les Indiens. Quand il arrive, donc, il va suivre deux cours principaux. Les deux maîtres dans lesquels il va vraiment se reconnaître, c'est Pierre Janet et l'abbé Rousselot. Donc l'abbé Rousselot, le fondateur de la phonétique expérimentale, et puis Pierre Janet, le fondateur de la psychologie, le grand nom de la psychologie française dans le début du XXe siècle. Alors, le parcours avec l'abbé Rousselot va être assez court, puisqu'il arrive en 22 et l'abbé Rousselot va mourir en 24. Le style oral de 1925 est dédié à l'abbé Rousselot, donc il a une dette envers l'abbé Rousselot, et la partie introductive, bien entendu, il parle de Janet. Parce qu'il suit les cours de Janet, et il dit « Je n'ai jamais manqué aucun cours de Janet ». Il va suivre tous les cours de Janet au Collège de France, jusqu'à ce que Janet n'enseigne plus au Collège de France. Quand son livre, le style oral, rythmique et mnémotechnique chez les verbomoteurs, sort en 1925, en fait, c'est un grand retentissement. Je veux dire et ça a un retentissement dans les milieux littéraires et les milieux scientifiques. Et les milieux littéraires, notamment. Et il y a un ouvrage qui va sortir sur lui en 27 qui s'appelle Marcel Jousse, une nouvelle psychologie du langage. Ici, nous avons, en 1931, un chef sioux qui vient rencontrer, nous dit la presse française de l'époque, un père jésuite, effectivement. Ce sioux vient en Sorbonne auprès de Marcel Jousse pour expliquer les mécanismes de la tradition indienne et en particulier comment on articule un système d'expression gestuelle pour transmettre un récit. Jousse est donc un américaniste reconnu, c'est son premier laboratoire. Son deuxième laboratoire, c'est lui-même, c'est sa propre tradition paysanne, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui l'auto-ethnologie. C'est beaucoup plus répandu, mais à son époque, il était probablement le seul à pratiquer l'auto-ethnologie. Et il fait souvent ce comparatisme entre l'ethnologie des cultures étrangères, les Indiens sont son domaine de prédilection, et puis son propre laboratoire, son propre territoire culturel. Le premier endroit où il va enseigner, c'est en Sorbonne, grâce au doyen de la Sorbonne, qui est Henri de Lacroix. Henri de Lacroix, il va voir Henri de Lacroix, et Henri de Lacroix comprend tout de suite, en fait, quelle est la nouveauté que Jousse apporte. Il lui dit, ça va être très difficile, il faut d'abord que vous formiez des gens. Et il lui donne la possibilité de faire des conférences libres en Sorbonne, donc à l'amphithéâtre Turgot. Donc ça, c'est le premier lieu. On a de jeunes étudiants qui sortent du bac, qui ont 18-20 ans. Nous avons des artistes et nous avons à l'occasion des écrivains ou des futurs hommes politiques. Paul Valéry est un ami de Marcel Jousse. De temps en temps, il vient à quelques conférences à la Sorbonne. Maurice Martin Dugard est un intime de Marcel Jousse. Il vient de temps en temps à la Sorbonne. Nous avons Alioune Diop, fondateur de la Présence africaine, un des amis de Aimé Césaire et de Senghor, qui sera un élève assidu de Marcel Jousse en Sorbonne. Senghor, Aimé Césaire aussi, à l'occasion, lorsqu'il passait à Paris, venait en Sorbonne. Donc c'était un lieu vraiment très diversifié. Et puis, il va avoir une chaire d'anthropologie linguistique à l'école d'anthropologie de Paris. Jousse est le seul professeur non médecin à être admis à enseigner à l'école d'anthropologie. Et tout son public est composé en grande partie de médecins et de scientifiques ou de futurs scientifiques. Donc on a un niveau très élevé. Donc là, Jousse va dire, là c'est plutôt mon cours, c'est le cours qui est plus fondamental en fait, hein, l'école d'anthropologie. Donc là on va être sur le mimisme, l'origine du langage, le langage chez l'enfant, le langage chez le primitif. Et puis nous avons l'école des hautes études, l'école pratique des hautes études, section sciences des religions. Marcel Jousse était un ami de Maurice Gogel, doyen de la faculté de théologie de Paris, théologie protestante. Il va intervenir en tant que conférencier libre au cours de Maurice Gogel aux hautes études sur les origines du christianisme. Et donc là, ça va être la partie comment tout ce qu'il a pu voir en anthropologie, ça peut s'appliquer au travail sur les textes bibliques. À partir de 1932-33, Maurice Gogel lui dit, écoutez, je vais vous inviter, je vais vous donner mes heures de cours à l'école pratique des hautes études, je vais vous donner le lundi après-midi, et vous enseignerez l'araméen et toutes vos recherches sur Rabbi Yeshua. Ce qui est son sujet d'application à Jousse quand même. Je veux dire, c'est vraiment le sujet dans lequel il motive complètement. Mais bon, c'est vraiment... Jousse, c'est un prêtre, je veux dire que c'est très clair. Je veux dire, cette figure de Jésus, c'est une figure qui l'habite
et qui le fait cheminer. Enfin, il est complètement... Ouais, c'est son maître. Alors, on parlait des maîtres, justement. Jousse va dire, par exemple, j'ai eu 2 vrais maîtres, Pierre Janet et l'abbé Rousselot. Mais ailleurs, il dira, je n'ai eu qu'un seul maître, Rabbi Yeshua. Il y a des juifs, beaucoup de juifs. On lui reproche, parce que c'est l'époque où ce n'est pas bien vu, on a tendance à dire, on se moque de lui en disant les cours de Marcel Jousse, c'est la synagogue. C'est très très péjoratif. Il y a beaucoup de représentants de l'élite juive de Paris de l'époque, de la revue des cahiers juifs, de la revue des carnets du judaïsme, enfin, il y a un public très bigarré, il y a aussi des protestants, il y a des catholiques, il y a tous ceux qui s'intéressent à la question des origines sémitiques du christianisme et des origines orales du christianisme. La méthode de Marcel Jousse est d'aller chercher en amont de l'écrit ce qui a pu se passer sur le plan de l'oralité et des gestes du vivant de Jésus et de savoir comment ça s'est transmis et comment à un moment donné ça s'est retrouvé mis par écrit en grec, qui n'est pas la langue de Jésus, et dans des milieux grecs qui ne sont pas les milieux d'origine de Jésus. Jousse va créer, en partir de 1933, l'Institut de rythmopédagogie, qui va être une association avec des psychiatres, des psychologues. Et là, le thème abordé est surtout le thème de l'enfant. Alors il se trouve qu'il y avait une école de jardinières d'enfants qui cherchait un psychologue de l'enfant. Et on va lui dire, oh, on en a bien un qui est un peu original, il y a le père Jousse. Alors bien sûr, à partir de l'enfant et de la pédagogie, il y a des ramifications sur la question de la mémoire, la question du rythme, le rapport à l'écrit, à l'oralité, etc. Mais vraiment, c'est l'enfant qui est le centre de ce laboratoire. Qu'est-ce qu'il a comme public donc? Jardinières d'enfants, ça veut dire que c'est des jeunes filles qui ont 18-20 ans, je suppose. Aux hautes études, il a plutôt un public... On dit que c'était une synagogue. La moitié de l'auditoire est juif, protestants, musulmans, un peu de catholiques. À l'école d'anthropologie, donc ça c'est plutôt... là, on a des professeurs. On dit qu'il y a des gens à l'international qui viennent, des Portugais, des Polonais. Enfin bon, je pense qu'il intéresse un certain nombre de... C'est une figure dont on parle ailleurs, en fait. C'est une figure originale dont on parle. Et puis, donc la Sorbonne, ce que je disais, c'est plutôt le public un peu culturel parisien, on pourrait dire un peu comme ça. Alors, par exemple, Georges Dumas, qui était professeur de psychologie et qui était à Sainte-Anne, donc en psychiatrie, dit, quand Jousse met ses conférences en Sorbonne, quand il démarre ses conférences en Sorbonne, il dit oh ben, si vous les aviez mis l'après-midi, j'aurais pu vous envoyer mes étudiants. Mais ces conférences sont le soir. Mais en fait, ça ne pose aucun problème. En fait, je veux dire, il remplit l'amphithéâtre. Dans la continuité de ce que je disais tout à l'heure, que Jousse est né dans un milieu d'oralité qu'il a vécu de l'intérieur, ça me paraît aussi important de souligner que lorsqu'il a commencé à enseigner, il s'est convaincu très rapidement que ce qu'il apportait ne serait pas vraiment compris s'il ne proposait pas à ceux qui étaient en face de lui d'expérimenter cette tradition orale. Et c'est la raison pour laquelle, dès 1925, il a donc mis en place ce que nous appelons les récitatifs rythmopédagogiques d'évangile, dans lesquels, en fait, il va mettre en œuvre ces lois du style oral qu'il a mises en évidence dans son anthropologie du geste. Alors parmi ces lois, il y a la loi du bilatéralisme qui tient au fait que le corps humain a un triple bilatéralisme. Il y a d'abord l'axe avant-arrière et qui fait que spontanément, pour rythmer une récitation, je pourrais être amené à me balancer suivant cet axe. Nous avons aussi l'axe droite-gauche qui fait qu'on pourra également se balancer dans cet axe, particulièrement si on est assis. Parce que assis, on ne pourra pas faire le balancement. Et puis nous avons l'axe au bas qui va permettre aussi d'avoir ce balancement de haut en bas. Ici, nous retrouvons le balancement des Juifs devant le mur des Lamentations, où ils balancent leur Torah avec ce balancement de haut en bas. C'est un balancement. Il y a un balancement d'avant en arrière qui est accompagné d'un battement des pieds également et puis de gestes symboliques. Donc tout ça est important et d'ailleurs Jousse disait que l'homme a pris le monde et l'a balancé.
Alors, actuellement, on dirait balancer, c'est pas très gentil d'avoir balancé, mais dans son esprit, ça voulait dire qu'il avait reçu le monde dans son cœur et dans ses fibres, dans tout son corps, et ensuite il le balançait en le rejouant. Et la mémoire, d'ailleurs, il l'appelle le rejeu, c'est qui est un terme aussi très très fort chez Jousse. C'est simple, il dit que la mémoire n'existe pas. Ce qui existe est un rejeu. Il considère mémoire, comme beaucoup d'autres termes, comme un terme métaphysique. La mémoire, c'est la capacité, l'aptitude d'un individu à enregistrer, conserver, utiliser, Jousse dirait rejouer des objets, des informations du passé. C'est-à-dire une chose est jouée en vous et vous la rejouez par après. C'est ça la mémoire. Mais mémoire en soi n'a pas de sens pour lui. Il faut que ce soit un terme gestuel. Et rejeu, c'est un terme gestuel. Jeu, c'est un terme gestuel. Rejeu, c'est un terme gestuel. Dans ce que j'ai lu de Jousse, il y a une définition qui est beaucoup plus simple et beaucoup plus parlante au bout du compte que celle que j'ai pu donner de qu'est-ce que la mémoire tout à l'heure. La mémoire, c'est rejouer sans l'objet. Ici, il s'agit d'un petit texte du Talmud que Jousse aimait nous faire réciter parce que justement il porte sur la pédagogie de ses rabbis d'Israël. Point n'est comparable celui qui répète sa leçon pour la 100e fois. À celui qui récite sa leçon pour la 101e fois. Donc ce balancement marque le rythme. Point n'est comparable celui qui répète sa leçon. Voilà. Balancement rythmophasique qui est destiné à soutenir le rythme. Les talons viennent marquer le rythme du mouvement et du balancement. Hein. D'ailleurs, certaines personnes se balancent plus latéralement, d'autres d'avant en arrière, mais c'est le support du balancement et qui donne aussi, en plus, on est dans un état un peu second. C'est-à-dire que pendant qu'on se balance comme ça, on est autrement. On évolue, on avance, on marche, on plie les genoux, les chevilles, tout est léger et on est dans la position qu'il faut pour prononcer les choses. Voilà. Alors ce récitatif consiste à exposer une sagesse rabbinique qui dit que lorsque on répète, évidemment, on facilite la mémoire, mais si vous avez fait attention, à la 101e fois, on n'est pas le même qu'on a été à la 100e fois. Donc ça laisse supposer que ça intervient aussi dans la conscience de la personne et dans son comportement. Une amélioration, évidemment. J'ai eu faim et vous m'avez nourri. J'ai eu soif et vous m'avez désaltéré. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. J'étais étranger. Ça, je voudrais que ça vous entre jusque dans le tréphone phonète. Être étranger. Et combien il y en a maintenant? Ils n'ont droit à rien. C'est ça. Vous n'avez droit à rien. Vous n'êtes de nulle part. Alors, il a époux, il a sang, il l'a pris en lui. J'étais étranger et vous m'avez recueilli. Je trouve ça, c'est pire que d'avoir faim. C'est pire que d'avoir soif. Être étranger, être seul, rien, pour personne. Ça, comprenez-vous, je voudrais que ça vous pénètre. J'étais nue et vous m'avez habillée. Je peux vraiment dire qu'il y a eu un avant et un après, effectivement, la découverte de la pensée de Jousse. J'ai découvert sa pensée par hasard à l'Institut catholique de Paris, où pourtant il avait été pas mal critiqué, mais grâce à un professeur de théologie qui était un homme très ouvert,
passionné par la parole de Dieu, qui je pense c'est comme cela qu'il avait découvert la pensée de Jousse. Et moi j'ai entendu parler de l'anthropologie du geste, et je ne sais pas pourquoi, ça fait tilt vraiment en moi, et je me suis précipitée dans une librairie pour voir si je pouvais trouver ce livre. J'ai trouvé ce livre et je me souviens que j'ai passé la nuit à le lire, je l'ai dévoré. Ce dont j'ai peut-être le plus profité, c'est de ce qu'il dit du mimisme humain. Le mimisme est typiquement humain, c'est-à-dire qu'il y a une action extérieure qui est intériorisée, donc il y a un jeu et il y a un rejeu. Et le mimisme est humain. Le mimétisme est purement animal, c'est-à-dire qu'on fait une action, on imite, mais on ne peut pas imiter en dehors ou en l'absence de l'objet. Donc c'est ce que fait l'animal. Pouvoir répéter quelque chose en l'absence de l'objet, c'est ça le mimisme. Je peux rejouer tout ce qui a été joué en moi. Donc c'est beaucoup plus... C'est ce qui permet la prise de conscience. Il y a un deuxième balancement qui est en fait que j'appelle le balancement rythmo-propositionnel. Dans ce balancement, c'est toute la proposition qui va être balancée. Alors en fait, il l'a observé chez les paysannes sartoises qui pratiquaient ce qu'on appelle la berceuse, pour bercer l'enfant qui pleurait. Alors en fait, ça donne un petit peu ça. Ça sent bleu ton du son pour les petits nourrissons qui sont dans la maison. Donc en fait c'est un balancement qui va être d'avant en arrière, de droite et de gauche, et puis on revient et on va pouvoir donner toute la récitation de cette manière. Alors dans ce balancement, évidemment, la frappe des talons ne coïncide plus avec les syllabes énergétiques du texte, mais ce sont les propositions, parce qu'on sait que dans les traditions orales, en fait, un improvisateur ou un récitateur ne peut pas émettre une proposition faite d'un groupe sujet, groupe verbal, groupe complément, sans en émettre automatiquement une deuxième ou une troisième. C'est ce que Jousse appelle les schèmes binaires ou schèmes ternaires. Et donc, en fait, tout spontanément, évidemment, je vais répartir dans l'espace. Du point de vue rythme, dans beaucoup de cultures, dans beaucoup de langues, on a des rythmes binaires. Donc, si je vais vous réciter une comptine de mon enfance, qui est Engine, engine number 9, going down Chicago line. If the train goes off the track, do you want your money back? Et après l'enfant dit yes or no. Y-E-S spells yes, and out you go with a dirty, dirty dish rag on your mother's big fat toe. Et tout le début que j'ai récité, si on regarde la pulsation engine, engine number 9, on se rend compte qu'il y a des vers de 4 coups, de 4 pulsations, et il y a 4 vers. Donc ce schéma-là, on le trouve en français. Une poule sur un mur qui picote du pain dur, picotis, picotant, lève la queue et puis s'en va. Donc ça c'est propriété rythmique et je crois que pour la mémoire, le rythme se combine avec d'autres propriétés. La répétition des mots, engine, engine, en français, do, l'enfant dormira bien vite, do, l'enfant dormira bientôt. Lorsqu'on parle de tradition orale enfantine, on parle du jeu. Par nature, le jeu engage le corps. Dans les comptines au sens large des formulettes, vous avez des formulettes pour jouer à la balle au mur, un petit peu en régression de nos jours, pour sauter à la corde. Les comptines pour désigner, on a ce mouvement-là, qui en général, c'est un mouvement dans le sens des aiguilles d'une montre. Sinon, le corps, bien sûr, est engagé dans les tapements. Trois petits chats, trois petits chats, trois petits chats, chat, chat, chapeau de paille, chapeau de paille, chapeau de paille, paille, paille. Et là, on voit chat, 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 et il y a une synchronisation avec une pulsation. Il y a la répétition de cette syllabe sur la même hauteur. Donc voilà, on voit une convergence qui favorise la mémoire individuelle et collective. Ce que je ressens quand je chante et je gestue en effet un texte, une parole, c'est que c'est beaucoup plus vivant que si je récite quelque chose. Parce que le fait que tout le corps soit mis en œuvre, enfin, le rythme est aussi une chose très importante. Le corps est pris par le rythme du texte, par le rythme du chant, par le rythme des gestes.
Et le rythme, le geste, la parole, le souffle, tout ça ensemble fait que ça vous imprègne, que ça vous habite de façon beaucoup plus intense qu'un texte dit ou récité seulement. Je vais même dire une chose, peut-être la mémorisation et la mnémotechnie disparaissent. Moi, j'ai souvent fait l'expérience avec des gens de prendre un texte de droit, un texte très dur, très difficile à mémoriser, et le simple fait de le répartir dans l'espace va permettre de le mémoriser très facilement. Que Tite Live est doux et que Tacite est grand, l'un me charme sans cesse et l'autre me surprend. Qui veut les imiter, certains de la gloire, mais il faut l'esprit pour écrire l'histoire. Moi qui ne suis pas né pour ces projets fameux, j'évite ces dessins comme trop dangereux. Et alors, je peux vous le faire à la joussienne. Que Tite Live est doux et que Tacite est grand, l'un me charme sans cesse et l'autre me surprend. Qui veut les imiter est certain de la gloire, mais il faut leur esprit pour écrire l'histoire. Moi qui ne suis pas né pour ces projets fameux, j'évite ces dessins comme trop dangereux. L'apport de Jousse au monde présent, il est excessivement important. Il est important sur le plan scientifique parce que il était un précurseur dans la transdisciplinarité. Nous accueillons dans la consultation des victimes de la torture et de la répression politique et également des familles et ainsi des personnes qui ont été témoins d'actes de cruauté. Je dirais que ce qui est frappant chez certains de nos patients qui ont été très durement, on va dire, torturés, c'est l'immobilité en fait. C'est-à-dire que le corps, comme la parole et comme la mémoire, il est vide d'une certaine façon. Il y a des personnes qui ont été tellement atteintes qu'elles ont des positions de peur, d'hyper-attention et d'immobilisme, comme si elles étaient constamment aux aguets. Ça, c'est une première chose. Et je veux dire qu'à ce moment-là, l'image que me renvoient ces corps qui ont été très maltraités, ce sont des grands blessés de la route qui prendraient une position antalgique et qui ne voudraient plus bouger. Or, justement, le but du soin, c'est de remobiliser quelque chose, bien sûr, du corps et quelque chose de la mémoire et de la parole. Actuellement, ce qui ressort de façon très nette, c'est qu'on ne peut pas comprendre la mémoire sans parler d'interaction entre ces différentes structures cérébrales. Donc la notion d'interaction est revenue en force, en particulier par l'étude d'oscillations à l'intérieur du cerveau qui mettent en résonance différentes structures cérébrales à distance, et ces différentes structures cérébrales coopèrent pour faire émerger la mémoire. Et cette coopération crée une interaction, ce qui fait que ce n'est pas la somme de l'activité de telle structure ou de telle autre, c'est l'interaction entre les deux d'où émerge la mémoire. J'ai un de mes collègues qui est brésilien et qui propose un soin en marchant. Et je crois qu'en effet, c'est une des meilleures façons en effet d'accompagner le corps de l'autre qui a été très abîmé, c'est-à-dire que, bon, ça c'est par ailleurs bien connu, c'est qu'en marchant, eh bien, on remobilise quelque chose de soi, quelque chose de sa parole et quelque chose de sa pensée. Donc la mémoire des personnes qui ont subi des actes graves, c'est ce qu'on appelle une mémoire traumatique, c'est-à-dire soit une hypermnésie de certains aspects de leur passé, particulièrement des choses graves, c'est-à-dire une espèce de minutie dans la description de ce qu'ils ont vécu, ou au contraire une amnésie totale, et c'est ça, c'est ce qui est d'ailleurs extrêmement troublant, c'est le fait de pratiquement ne pas pouvoir faire de récit d'une partie de leur vie. Et l'un des buts de la psychothérapie, et le premier d'ailleurs, c'est grâce justement au partage de la parole, c'est de ranimer cette mémoire, pouvoir refaire, grâce à la mise en action, je dirais, de la pensée, un récit et insérer ce récit dans le grand récit de la vie.
et ainsi pouvoir oublier. On ne peut pas tout garder en mémoire et le fait de pouvoir oublier, c'est aussi pouvoir se remémorer. Bon, il y a le réel. Pour comprendre le réel, il faut le formuler, c'est-à-dire il faut sortir du réel et le regarder de l'extérieur, observer. Mais en fait, le réel est fluide, donc il y a toujours une opposition entre essayer de comprendre, donc sortir du fleuve, et puis être emporté par le fleuve, dans le réel. Alors nous sommes constamment pris entre formuler et être fluide. Et le formulisme a un côté donc positif, c'est que nous essayons de comprendre, donc j'arrête le flot, je le regarde, parce qu'Héraclite est sur la berge quand il regarde le réel. Il ne peut pas dire Pantarei en étant dedans, parce qu'il serait emporté. Et il y a un côté négatif au formulisme, c'est que ça devient la routine. La formule prend le dessus. Et le problème de civilisation que nous avons, c'est qu'il y a deux civilisations, celle du fixe et celle du fluide. Ce qu'il appelle algébrosé, c'est une civilisation du fixe. C'est-à-dire que tout est mis en formule, tout est mis en formule algébrique. Donc on est hors du réel, on le regarde de l'extérieur. Mais entre-temps, on le tue, d'une certaine façon. Tandis que dans le fluide, on reste dans le mouvement, on reste dans la vie, mais il faut quand même de temps en temps en sortir pour... Si une prise de conscience ne se fait pas à l'intérieur, elle se fait de l'extérieur. Il faut voir soi-même, par exemple. Le laboratoire de prise de conscience de Marcel Jousse, c'est un laboratoire où comme il dit, c'est par soi-même, pour soi-même. Jousse dit qu'il n'y a pas d'absence de mémoire. Il se trouve que, comme je le disais, il y a des mémoires traumatiques qui sont des mémoires complètement désorganisées du fait de l'impact traumatique. Alors, et particulièrement traumatique, les tortures, c'est-à-dire ce qui a été infligé intentionnellement par un autre. Donc ça, c'est particulièrement désorganisant. Et quand on est face à des personnes qui ont une mémoire complètement désorganisée jusqu'à avoir une sorte d'amnésie, il nous faut trouver des outils pour remobiliser effectivement cette mémoire. Et dans l'équipe, nous avons beaucoup réfléchi sur les médiations culturelles et artistiques que sont la peinture, le conte pour adultes et la danse. Et c'est vrai que ce qui est frappant, par exemple, dans la peinture, c'est que les personnes vont utiliser des thèmes qui sont des thèmes de l'enfance et qui reprennent des images et probablement des interactions très anciennes qu'elles ont eues dans leur enfance. Et c'est tout le matériau, justement, tout ce matériau, toute cette mémoire-là recueillie, sur lequel on va pouvoir reprendre le travail de la mémoire. Je travaille sur des corpus longitudinaux d'enfants afin de permettre de saisir les transformations qui se produisent quand l'enfant entre dans les différentes modalités qui lui permettent de s'exprimer, de communiquer avec les adultes ou les autres enfants qui l'entourent. Et donc en suivant longitudinalement un enfant depuis la naissance jusqu'à 7 ans, même 9 ans, certains enfants ont 9 ans maintenant, on peut vraiment analyser les transformations qui se passent au niveau de son utilisation des différentes modalités qui sont à sa disposition. Donc au départ, l'enfant va davantage s'exprimer avec son corps, en faisant les différentes... Enfin, déjà, il doit apprendre à maîtriser les mouvements de son corps, et donc ça va se transformer. Il va apprendre à maîtriser sa voix, à contrôler l'utilisation de sa voix, et puis au fur et à mesure, il va... intégrer, rendre ces différentes modalités de communication complémentaires ou supplémentaires, ou utiliser chacune avec les particularités que chacune a. Donc l'intérêt de vraiment suivre les mêmes enfants pendant de longues années, c'est pour observer de près ces évolutions. L'enfant, pour lui, c'est l'anthropos pur. C'est celui qui n'a pas encore été socialisé. La socialisation, ça veut dire qu'on l'enferme. On l'induque au lieu de l'éduquer. Et ça, c'est son grand reproche à ce qu'on appelle une éducation, qu'en fait, on bloque son image. On met le langage dans l'enfant,
alors qu'il n'a pas encore tout exprimé gestuellement. Nous le prenons, ce petit enfant, et nous le mettons avec d'autres petits-enfants, et le voilà, assis à perpétuité, occupé à apprendre à écrire et à lire. Or, nous verrons le rôle formidable du jeu. Partout, à travers l'univers, l'homme est un être qui joue, qui mime tout, qui joue à tout parce qu'il pense tout. Le savant n'est que cela. Il essaie de surprendre la gravitation universelle pour la rejouer dans tout son être. Il essaie de saisir la partie la plus infime de la matière pour en mouler les gravitations les plus fines. L'enfant, en face des choses, essaie de faire le savant. Mais, par le fait d'une pédagogie ignorante des grandes lois de l'anthropologie, nous arrachons cet enfant aux choses et nous essayons de le rendre comme nous, sage, comme vous êtes, immobile, impeccablement immobile, comme vous êtes. Et alors, nous mettons entre les mains de ce petit enfant un petit bâton et nous lui donnons un petit morceau de papier et c'est fini. Cet enfant ne reverra jamais plus le réel. Alors ce que Jousse appelait intégralité, utilisation de tous les moyens d'expression possibles, anthropos, peut-être que maintenant on l'appellerait multimodalité. Et qu'est-ce que c'est que la multimodalité? Quand on travaille avec des approches multimodales, ça veut dire qu'on prend en compte tous les canaux qui sont à la disposition d'un être humain pour s'exprimer. J'ai commencé à travailler sur cette question du corps et des langues un peu par hasard, on peut dire, mais avec des comédiens de l'école de mouvement Jacques Lecoq. Ces comédiens avec qui je travaillais intégraient le corps. C'est-à-dire qu'en fait, ils partaient du corps. C'est pas qu'ils intégraient le corps, c'est-à-dire qu'ils partaient du corps et des situations incorporées pour aller comme un passage vers une autre langue. Et j'ai découvert au travers du travail de Jacques Lecoq l'œuvre et la théorie de Marcel Jousse, puisque Jacques Lecoq lui-même a mis en théâtre, a mis en acte, a mis en œuvre la théorie de Jousse que je ne connaissais pas. Et progressivement, nous avons donc compris ensemble avec les comédiens comment le fait d'utiliser son corps était un passage primordial, c'est un passage premier pour aller vers non pas la langue en tant qu'un système, mais vers une parole. La méthode de Jousse, c'est que les élèves en fait interagissent d'abord par des mécanismes qui ne sont pas des mécanismes verbaux, qui sont des mécanismes de résonance émotionnelle, de résonance kinesthésique, et qu'ils ont accès à une compréhension très très fine de situation, de compréhension d'intention des autres, avant la parole, au-delà de la parole. Et c'est simplement une fois qu'on a travaillé avec les comédiens sur ces situations-là qu'on réinvestit le verbe et qu'on ramène le verbe sur le devant de la scène en mouvement avant de retravailler en classe, par exemple. Et nous terminerons par l'étude rapide d'une immense question, la danse dans les différents milieux ethniques. On nous dit toujours que ces milieux passent leur vie à danser. C'est que nous nous sommes totalement mépris sur le sens profond de ces gestes rythmés. Nous avons affaire là à une expression de l'être tout entier qui reprend tous les gestes des ancêtres, tous les gestes des dieux pour les rejouer et pour les réciter. Et nous verrons donc que la question religieuse et la question rythmo-mimique sont intimement et fatalement associées. Jousse est en fait un mélancolique, comme tous les grands génies. Il est difficile d'être très intelligent et ne pas être mélancolique, dans un sens. Mais alors, il faut réagir contre ou bien se laisser entraîner par sa mélancolie. Et c'est pour ça que les grands mélancoliques sont des grands créateurs. Donc, il faut créer quelque chose. Jousse a créé une anthropologie de la vie. En 1957, Jousse va être frappé d'une congestion cérébrale, enfin d'une sclérose cérébrale.
Et d'après le témoignage de Gabrielle Baron, donc elle nous explique que ce jour-là, elle était en train de taper à la machine ce qu'on appelle les dernières dictées, c'est-à-dire le moment où Jousse, à la fin de sa vie, commence à élaborer une synthèse finale de toute son œuvre. Et ce jour-là, il était en train de décrire l'apôtre Paul et l'apôtre Pierre partant à la conquête du monde, à la conquête de Rome. Et il décrivait ces grandes ombres qui se profilaient à l'horizon. Et d'un seul coup, il s'est arrêté. Il s'est mis à pleurer. Et à ce moment-là, son cerveau s'est arrêté et il n'a été incapable de continuer ce travail de synthèse qu'il avait commencé à élaborer jusqu'à cette nuit du 13 au 14 août 1961, où il va rendre son dernier soupir. La difficulté pour faire accepter Jousse, c'est qu'il va à contre-courant de notre civilisation, comme qu'il dit, qui est une civilisation qui est en train de mourir. Et que la vie est ailleurs. Et c'est pourquoi il se tourne vers les Africains, ou ceux qu'il appelle les peuples spontanés. Ce sont ceux qui n'ont pas perdu le contact avec le réel, qui n'ont pas été algébrosés, qui ne sont pas dans l'équation pure, et qui ont encore un sentiment de la vie. La transmission de l'œuvre de Jousse a été complexe, parce que Jousse avait enseigné, ça avait été sténotypé, et il n'avait quasiment pas publié. C'est Gabrielle Baron qui, après la mort de Jousse, méticuleusement, patiemment, a tapé ces manuscrits de 20 000 pages sténotypées pour en faire le résumé, pas le résumé, pour donner in extenso tous les cours que Jousse avait donnés dans les différents endroits où il enseignait. Jousse disait « Une méthode, ce n'est pas quelque chose qu'on applique, c'est quelque chose qu'on sent en soi-même. Je crois que maintenant je sens cette chose. Je sens le monde du dehors qui entre dans mon corps, qui joue en moi et que je rejoue. Je peux, disait Jousse, devenir toutes les choses en face de toutes choses. » Jousse, c'est pas une méthode qui vous donne là, dans les récitatifs. C'est pas une méthode, c'est une saisie pour vous obliger à saisir en vous-même ce qui est en vous et que vous ne savez même pas. Comprenez?